Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Merci d'être présente. Je m'appelle Garance André, je suis chargée de mission au mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour les petits points techniques pour profiter pleinement de ce webinaire, donc comme je disais, qui finira à 17h40 en fonction un petit peu des échanges sur la fin, mais maximum sur ce temps-là. Donc effectivement, vos micros, vos vidéos sont désactivés. Vous ne voyez que les intervenants et on ne vous voit pas non plus. On ne voit que la liste de vos noms des personnes qui sont présentes. C'est tout à fait normal. Vous avez en revanche la possibilité de réagir par l'onglet discussion que vous trouvez en bas, vers le milieu, une icône bulle qui vous permet de faire remonter soit des difficultés techniques, et si besoin on vous viendra en aide, ou de partager vos réactions, vos commentaires avec l'ensemble des participants sur ce qui se disent. Pour poser des questions spécifiquement aux intervenants, vous pouvez utiliser l'onglet Q&R, donc questions et réponses, qui est deux petites bulles en bas aussi. Et vous avez la possibilité de poser des questions à l'écrit. On pourra répondre à certaines questions à l'écrit au fur et à mesure. Sinon, on garde un temps d'échange pour la fin, à la fois pour répondre aux questions écrites et peut-être prendre quelques prises de parole. Je vois que Damien se connecte. Bonjour Damien, je suis en train de faire un petit topo technique à nos participants. Donc voilà, donc vous avez ces deux onglets-là qui vous permettent de réagir, soit poser des questions, soit commenter, soit donner vos problèmes techniques si jamais vous ne nous entendez pas ou vous ne voyez pas le PowerPoint. Ensuite, on prendra quelques questions à l'oral sur la fin. Pour préciser ensuite, ce webinaire est enregistré et il sera rediffusé sur YouTube. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous conseille de ne pas prendre la parole sur la fin ou de quitter plus tôt. Mais effectivement, on ne voit pour le moment que les intervenants à l'écran. Et pour finir, pour vous informer que vous recevrez à l'issue de ce webinaire automatiquement demain une évaluation à remplir que je vous demanderai de bien pouvoir remplir pour qu'on puisse améliorer ce genre de temps et faire toujours mieux pour répondre un petit peu à vos besoins et aux questionnements qu'il peut y avoir. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'être présents. Du coup, ce webinaire est organisé dans le cadre de la commission régionale vie associative, ou CRVA, que je laisserai Damien Leroux présenter, et aussi dans le cadre du programme PANA, que je laisserai Emma présenter, et par le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, où je suis chargée de mission, qui est une organisation, pour ceux qui ne connaissent pas, une association qui regroupe les principaux réseaux associatifs de la région, qui eux-mêmes rassemblent des associations de secteurs, du sport, du sanitaire et social, tourisme, social, culture, environnement, développement durable, jeunesse et éducation populaire, et les épiceries sociales et solidaires. Ensemble, on est là pour défendre les valeurs et les intérêts des associations comme porte-parole de la dynamique associative en Auvergne-Rhône-Alpes. On agit pour le développement et la consolidation de la vie associative dans la région et aussi de l'accompagnement des associations. Et c'est dans ce sens qu'on organise avec PANA et dans le cadre de la CRVA ce rendez-vous en ligne qui devrait être du coup le premier d'un cycle qui va se poursuivre à l'automne sur d'autres aspects de la transition numérique des associations. Les objectifs sont quand même d'accompagner les associations dans leur stratégie numérique. On a quand même une transition qui a été forcée, accélérée par la crise Covid-19. Et l'idée, c'est d'accompagner dans ces changements-là et à capitaliser sur les changements qui ont déjà été opérés. Donc, on souhaite vous donner des outils, des leviers de réussite, connaître aussi et valoriser les initiatives qui sont faites par la région et les expertises des acteurs présents et favoriser les échanges de pratiques. C'est aussi pour ça qu'on a des témoignages. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Amélie Bérard, qui est déléguée régionale au mouvement associatif, ainsi que Serge Labonne, qui fait partie de notre bureau et qui est secrétaire du CROSS, Comité régional olympique et sportif, d'Emma Hartmann d'Eloasso, que je laisserai se présenter, de Damien Leroux de la RAGES, à qui je laisserai la parole dans un instant, ainsi que de nos témoins, Pauline Bégrand de la Folle Savoie, Marie Simon et Jeanne Dory du collectif Pétale 07 en Ardèche. Je vais te laisser la parole, Damien, quelques minutes afin que tu puisses te présenter et présenter du coup la CRVA dans laquelle on a travaillé ce temps collectif.
Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette introduction très complète et encore une fois, merci aussi pour l'organisation de ce temps, de ce webinaire. Bien sûr, webinaire parce qu'on est toujours dans ce contexte de crise sanitaire qui pèse, mais qui aussi touche à sa fin et je pense qu'on en est un peu tous heureux. Je suis Damien Leroux, je suis donc le délégué régional à la vie associative pour la DRAGES et je suis donc le chef du pôle engagement vie associative. Donc je connais la plupart d'entre vous, de vous participants aujourd'hui. Normalement, je regarde un petit peu qui est connecté. Donc oui, tout à fait. Et puis, on va avoir un temps de CRVA un tout petit peu avant la rentrée, donc sur la fin août. Je suis en train justement de préparer un courriel pour informer tous les membres de la CRVA de ce léger report parce qu'on souhaitait avant tout le faire avant l'été. Finalement, on a été plutôt pris par déjà la toute fin du FDVA et puis surtout par le SNU, qui est donc une politique de jeunesse d'envergure qui était compliquée. Alors apparemment, il y a un effet écho. Est-ce que tout le monde a un effet écho? Non. Alors c'est peut-être un micro qui est ouvert du côté de... Non, c'est peut-être un micro qui était ouvert, hein. Voilà, donc du coup, ce temps de CRVA, en fait, il va être utilisé pour plusieurs objectifs. D'abord, pour évoquer ensemble cette nouvelle petite étape dans le FDVA, puisqu'il restait une enveloppe complémentaire qu'on a souhaité mettre de côté avec Fabienne de Guilhem et puis les participants de la CRC du FDVA. Donc, c'est une enveloppe de 159 000 euros qui va nous permettre d'amplifier, d'accentuer, d'appuyer une nouvelle fois les têtes de réseau, les PAVA et en fait toutes les associations qui peuvent être structurantes sur leur territoire. Donc, cette enveloppe-là, on va pouvoir en échanger autour de ses contours, de ses utilisations. Et ça se fera donc à la toute fin de l'été. Donc, on pense pour une date autour du 31 août. Et puis, ce sera aussi le temps, bien sûr, de prendre le pouls de la vie associative régionale, puisqu'on sait que les CRVA n'ont pas pu avoir autant de temps que d'ordinaire, compte tenu du contexte. Donc, on espère pouvoir reprendre un peu ce rythme normal d'échange dans cette instance un petit peu plus privilégiée pour des échanges directs. Donc voilà, ça se fera à ce moment-là. Et puis, on échangera aussi sur donc toutes les échéances qui sont travaillées. Alors, je lis les questions en même temps, excusez-moi. Donc, c'est le FDVA et SRDVA. Donc, je ne comprends pas bien la question qui est posée. Si quelqu'un peut préciser la question. Monsieur Pouliken, je ne sais pas s'il y a une possibilité de me préciser la question. Ah, c'est quoi le SRDVA et le FDVA? Ah non, donc j'ai parlé de la CRVA, donc c'est la Commission régionale vie associative, qui est l'instance de dialogue plus informelle. Et puis le FDVA, qui est donc le Fonds de développement de la vie associative, qui est un fonds doté d'ordinaire d'environ 3 millions d'euros, et puis qui cette année était beaucoup amplifié du fait des crédits alloués à la relance et qui du coup atteignait les 5,5 millions d'euros. Il y a un FDVA 1 qui est formation des bénévoles et un FDVA 2 qui est sur les projets innovants et le fonctionnement associatif. Et les campagnes sont d'ordinaire lancées autour de la moitié du mois de novembre et les décisions sont rendues à la moitié du mois de mai. J'espère que j'ai répondu à la question de M. Pouliken. Voilà, je n'ai pas d'autres éléments à apporter dans l'immédiat dans ce point introductif. Je laisse poursuivre et puis voilà, si éventuellement je dois intervenir et préciser certains éléments, n'hésitez pas. Merci. Merci Damien. Je vais laisser du coup maintenant Emma prendre la parole. Elle va vous présenter les déroulés et avant se présenter et présenter le programme PANA. Voilà. Bonjour, merci Garance et merci Amélie du coup pour l'organisation et l'invitation. Du coup, je suis Emma Hartmann, chargée de mission partenariat chez Hello Asso et du coup, je m'occupe notamment du programme PANA. Donc, le programme PANA, je ne sais pas s'il y a des PANA parmi vous. Donc, c'est le programme qui s'appelle le point d'appui au numérique associatif
On fait du coup des journées de montée en compétences, de partage de connaissances sur le numérique et on accompagne les structures de l'accompagnement associatif, donc tout ce qui est chargé de mission, pardon, excusez-moi, délégué à la vie associative, chargé de mission, vraiment tous les comités départementaux olympiques et sportifs, donc toutes les structures. Donc on a une communauté d'à peu près 400 PANA, donc c'est un programme qui a maintenant presque 3 ans. Donc, c'est dans ce cadre que je vous parle aujourd'hui. Donc, vous voyez normalement mon écran. Ça met un peu de temps à passer la slide. Donc, les objectifs de cette rencontre, c'est voilà, vraiment sensibiliser aux enjeux de la vie associative malgré ce format en ligne et à distance. Quels sont les enjeux, les défis à relever pour la vie associative et le numérique? Et on va faire un point un peu plus focus sur les différents outils qui ont été mis en place pendant le confinement pour maintenir ce lien et pouvoir quand même avoir des instances démocratiques malgré le format à distance. Donc là, vous avez le plan. Donc on va voilà, commencer avec le maintien de la vie associative, un enjeu pour l'association. Donc la gouvernance en temps de crise sanitaire et sociale. Une partie témoignage, comme l'a expliqué Garance, c'est plutôt une partie pratique où je vous montrerai quelques outils et on prendra un temps d'échange sur des questions pour savoir vos besoins et vos besoins d'éclaircissement sur certains sujets s'il y en a. Donc on commence du coup avec cette première partie, je laisse la parole à Garance. Oui, très rapidement, une des raisons pour lesquelles on a voulu travailler sur ce sujet et sur lequel il y a aussi des questions de la part des associations, c'est tout simplement parce que on est sur un questionnement aujourd'hui des associations vis-à-vis de la gouvernance en général et en particulier au vu du Covid. Donc, la dernière enquête qui a été réalisée par le mouvement associatif avec le RNMA, en lien aussi avec Recherche et Solidarité, la GEBVA et plusieurs autres partenaires, a mis en évidence que 60% des associations disaient avoir perdu le contact avec leurs bénévoles. Ça, je vous parle de chiffres donc en Auvergne-Rhône-Alpes, quand même si c'était une enquête régionale, ce sont bien les résultats de la région, ce qui est donc une grosse part, avec une préoccupation immédiate sur la reprise et la poursuite justement de la relation avec les adhérents et la remobilisation des bénévoles, qui donc préoccupe quasi la moitié des associations. Et quand on leur pose des questions sur l'avenir, les associations expriment le besoin d'outils numériques pour maintenir justement cette vie associative à distance, que ce soit à cause des questions du coup de Covid et de restrictions sanitaires, mais aussi de distance et de disponibilité de soucis matériels. Et 30% expriment un besoin d'accompagnement ou une aide sur cette question-là du numérique. Donc, ce sont des questions qui donc préoccupent beaucoup les associations. Du coup, merci Garance. Donc, comme le voit, le succès du numérique dont on était déjà convaincus, c'est pour ça qu'il y a 3 ans, avec la Fonda et le mouvement associatif, on a créé ce programme parce qu'on avait déjà remonté ce problème et ce besoin d'accompagnement au numérique. Donc, on voit que c'est au cœur des préoccupations. Donc là, on voulait faire un petit point sur l'engagement bénévole et les statuts. Donc, l'importance des statuts et peut-être la nécessité aussi qui nous a été remontée sur le terrain d'interroger ces statuts. En effet, je pense que je vous apprends rien, mais un projet associatif évolue et on pense que même à l'heure d'aujourd'hui, au vu de la crise sanitaire, de tout ce qui s'est passé, ça peut être le moment aussi d'adapter ces statuts et d'adapter une autre gouvernance, vu que les moyens de faire ensemble ont évolué. Donc, comme on va le voir tout au long de cet atelier. Donc, tout en gardant voilà, le plus important, donc crise du bénévolat, donc le faire ensemble, il faut qu'on arrive donc à quand même à garder ce lien et cette gouvernance démocratique, même à distance, c'est quand même dans l'intérêt de tous les projets associatifs, il me semble. Donc, donc interroger notre gouvernance, comme je disais. Il y a beaucoup d'associations qui nous ont remonté des soucis en fait de comment faire à distance parce que ce n'était pas prévu dans les statuts. Vous verrez, donc il y a eu des ordonnances particulières qui
qui ont été sortis par l'État pour permettre notamment de réaliser un vote à distance. Mais toujours, ce que je voulais témoigner dans cette slide, c'était vraiment l'importance de garder cette réflexion collective et d'ensemble de pouvoir, dans un projet associatif, repenser cette gouvernance et de pouvoir le mettre sur la table, que ce soit avec les bénévoles ou les dirigeants salariés, cette importance de cohérence avec son projet et de pouvoir interroger les nouveaux outils, interroger les nouvelles façons de faire qui sont en train de voir le jour. Donc, je pense qu'après cette crise sanitaire, c'est le bon moment de voir comment aussi on peut rassocier ces bénévoles, vu qu'on a perdu, comme le disait Garance, beaucoup de liens avec nos bénévoles. Donc, comment faire gouvernance et comment rassocier ces bénévoles à notre projet associatif. Donc, je continue. Hop. Donc là, je vais laisser Amélie vous parler plutôt de l'organisation des assemblées générales et des conseils d'administration, donc plutôt les mesures au niveau gouvernemental qui existent. Excusez-moi. Merci beaucoup, Emma. Comme Garance et Emma vous l'ont signalé, les associations, depuis 1 an et demi, ne cessent de s'adapter à la crise sanitaire et aux dispositions liées à cette crise sanitaire qui sont en place. S'adapter, ça veut dire aussi accélérer la transition vers le numérique, ce qui n'est pas toujours simple et ce qui n'était pas une habitude pour beaucoup d'associations. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a voulu un peu aussi pendant ce webinaire, rappeler le cadre légal sur lequel on peut organiser et réunir nos instances statutaires, et ça, c'est bien dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19. Donc, un peu pour résumer, 3 dispositions possibles, en fait, puisque pour vos instances statutaires, telles que les conseils d'administration ou les AG, donc cet été, ou peut-être que vos instances ont déjà eu lieu, vos AG ont déjà eu lieu, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, encore 3 dispositions sont possibles. Vous pouvez réunir vos assemblées et vos conseils d'administration en présentiel lorsque les lieux qui accueillent du public autorisent. Donc, si vous réunissez dans des lieux assez vastes et qui permettent un accueil du public avec un grand nombre, vous pouvez en effet tenir votre assemblée en présentiel en respectant bien le processus sanitaire en place, et notamment un siège sur 2 avec une limite de personnes parfois, mais c'est quand même possible, et je pense que plusieurs associations l'ont fait cette année. Il y a aussi une possibilité et une disposition qui relève de la consultation écrite. Donc, à souligner que la consultation écrite, ce n'est pas une réunion, mais une manière de soumettre au vote des délibérations par mail ou par outil de sondage. Et donc, cette consultation écrite, elle est permise, elle est rentrée en vigueur au 3 décembre 2020 et elle est valable jusqu'au 30 septembre 2021, même si dans vos statuts, cette consultation écrite n'est pas définie dans vos statuts. Grâce à cette ordonnance du 3 décembre, vous pouvez y remédier, vous pouvez passer par celle-ci. Et enfin, l'organisation de CA ou d'AG à distance, puisque en effet, si l'organisation en présentiel n'est pas possible au vu des mesures sanitaires en vigueur, eh bien, encore une fois, il y a une ordonnance qui nous permet de nous réunir en distance et de tenir ces instances statutaires à distance. Et cela est possible, encore une fois, jusqu'au 30 septembre 2021, même si les statuts ne le prévoient pas. Donc, c'est vrai que c'est un cadre légal, et on peut passer à la diapo suivante pour faire un peu la transition. C'est un cadre légal régi dans le cadre de cette loi d'urgence Covid. Mais c'est des choses à réfléchir pour la suite dans vos associations. Si vous voulez maintenir ces dispositions à l'avenir, il faudra en effet les inclure dans vos statuts. Quelques précisions par rapport à la procédure écrite entre les membres. Donc, il est important de le dire, comme on l'a dit, la consultation écrite, c'est des débats exclusivement écrits. Et donc, ce
c'est une absence totale de réunion et c'est des bulletins de réponse par message électronique. Et puis, on va parler du vote par correspondance après, mais c'est le vote par correspondance vient bien compléter la consultation écrite si nécessaire, soit il est pris en compte lors de la réunion à laquelle les membres ont été convoqués, donc typiquement pour une assemblée générale ou pour un CA s'il nécessite un vote important. Une autre disposition importante à retenir, c'est en effet que les associations ayant une obligation légale, réglementaire ou statutaire de faire approuver leurs comptes dans les 6 mois qui suivent la fin de leur exercice ont possibilité, par prorogation de 3 mois, de reporter l'approbation des comptes annuels et aussi de convoquer l'Assemblée générale chargée de procéder à cette approbation des comptes, donc à un délai de 3 mois. Et donc, pareillement, de produire le compte rendu financier d'une subvention, encore une fois, sur un délai de 3 mois. Donc ça, c'est aussi quelque chose important. Si vous n'avez pas encore tenu vos instances, vous êtes toujours dans la légalité si vous êtes dans ce cadre-là. Parfois, les associations n'ont pas forcément connaissance de cette disposition. Enfin, en ce qui concerne les visioconférences, comme on disait et comme on ne cesse de le répéter, il est possible de convoquer vos instances statutaires en visioconférence, même si cela n'est pas prévu dans vos statuts, voire si cela l'interdise. Alors là, on est vraiment, cette ordonnance ouvre vraiment cette possibilité-là, même si vraiment c'est interdit dans vos statuts. Il faut être attentif, par contre, si vous utilisez la visioconférence pour vos instances, il faut vraiment être attentif à permettre l'identification des membres. Donc, typiquement, c'est une liste, c'est comme si on fait une liste d'émargement quand on est en présentiel. Il faut bien s'assurer que les membres présents soient identifiés, tel qu'on le ferait en présentiel. Et puis, il faut garantir la participation effective des membres et également, puisque la visio nous le permettre une retransmission de cette instance. Alors, dernièrement, pour conclure un peu sur ce cadre légal, on voulait revenir sur le vote à distance et sur la procédure du vote à distance. Et moi, je veux bien que vous passiez à la diapo suivante. Voilà, donc par rapport à ce vote par correspondance, qui est un peu un outil clé, qui est devenu clé et important et qui a questionné beaucoup d'associations sur sa mise en place. Donc, on voulait revenir rapidement sur le processus. Donc, il est important, en effet, d'envoyer un dossier de consultation complet dans un délai suffisant pour que les membres qui vont avoir à voter puissent en effet être bien informés sur ce qu'ils vont voter. Et puis aussi que ce vote électronique puisse se faire sur plusieurs jours via une plateforme dédiée ou à un tiers de confiance. Donc, c'est vrai que c'est important et intéressant de bien autoriser le vote sur plusieurs jours pour permettre à tous les membres de bien être consultés et de pouvoir voter. Et ensuite, il faut que la réunion qui retransmet ce vote se fasse par visioconférence et que le dépouillement se fasse bien sous le contrôle d'assesseurs qui seront nommés en amont et que le résultat des votes électroniques soit constaté en séance, soit par un huissier, soit par un membre nommé. Enfin, donc les associations peuvent s'inspirer. C'est vrai que ces pratiques-là ne sont pas nouvelles pour certaines grandes sociétés, puisque des sociétés ou même des associations, comme ça a été dit, avaient déjà recours à ces méthodes, à ces pratiques. Et donc, il est toujours intéressant de s'inspirer de ce qui existe déjà ou de ce qui existait déjà, notamment en ce qui concerne le contenu des formulaires de vote à distance, ce qui est à envoyer, les documents annexes, les bulletins de vote, puisqu'il y a parfois des bulletins de vote qui doivent être envoyés à l'avance. Et donc, il existe plusieurs outils et plusieurs prestataires spécialisés dans cette pratique et ça sera vu. Donc, on va faire une énumération et un détail un peu de ces outils plus tard dans la présentation. Et je passe la parole à Serge Lavaune, puisqu'on voulait aussi revenir sur les points de vigilance. Merci à tous.
Alors, les points de vigilance, vous avez la diapo là, qui s'affiche. Donc, évidemment, respecter, comme en présentiel, respecter les délais de convocation. Hein, c'est exactement le même principe. Respecter les règles de quorum et de majorité, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que vous devez vous conformer strictement à vos statuts. Bien préciser, alors ça, par contre, ça peut être nouveau, puisque avec un vote par correspondance ou à distance, bien préciser les modalités de déroulement et de vote dans la convocation. Il faut que dans la convocation, ce soit bien déterminé. Et puis le point 4, qui est pas évident du tout, garantir la participation des membres au débat et leur droit de vote. Alors, le droit de vote, ça peut être bien encadré. La participation des membres au débat, ce n'est pas simple. Alors, moi, je voulais vous faire partager mon expérience. Depuis le début de l'année, j'ai participé à plusieurs réunions importantes dans des fédérations, dans des ligues, dans des conseils d'administration et même des bureaux. Alors, moi, les constats que j'ai pu faire, c'est que plus la réunion comporte de participants, plus il est compliqué de faire participer les gens. Il est bien évident qu'un petit peu comme un webinaire, quand vous n'avez pas accès directement à la visio et au micro, vous avez tendance à rester tranquillement dans votre coin et sans intervenir. Et quand vous souhaitez prendre la parole, c'est pas très convivial, donc ça bloque beaucoup de gens. Quand vous avez 200 noms affichés, mais que vous ne savez pas qui c'est, etc., les gens ne se connaissent pas, on perd énormément au niveau de la participation, ça devient très compliqué. Les interventions, bah, évidemment, ce qui en découle, c'est qu'il y a très peu d'interventions. On s'aperçoit que plus il y a de monde, moins il y a d'interventions. C'est directement et inversement proportionnel. Alors moi, l'exemple que je peux vous donner, c'est une fédération, une assemblée générale de fédération. On était 250. Il y a eu les présentations, les rapports moraux, les rapports financiers, les budgets, etc. Le tout a été voté à l'unanimité, sans aucune question. Il n'y a eu aucun dialogue, strictement aucun dialogue. Et puis on est passé au vote. Alors le vote, il y avait 2 candidats. On a eu une vidéo de présentation des candidats, ce qui là aussi n'est pas très... Bon, c'est personnalisé, mais ça ne fait pas direct. C'est un peu téléphoné, même carrément téléphoné. La vidéo avait été enregistrée au moins une semaine à l'avance. Hein. Et puis le résultat du vote, bah, c'est que le sortant a été éjecté, pour parler poliment, avec presque 60% de contre, alors qu'il n'y avait eu strictement aucune intervention avant pour dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc vous voyez que là, c'est le cas typique de l'Assemblée générale qui se déroule dans un climat qui paraît très serein et qui, à la sortie, est quand même un peu traumatisant pour le sortant. Bon, donc pour moi, c'est le gros problème de ces grandes assemblées, c'est l'interaction. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'à ce moment-là, il faut peut-être, on a eu à contrario des exemples un peu plus sympathiques où il y avait des intervenants extérieurs qui faisaient de l'animation et ça permettait d'avoir et qui interpellaient les gens directement. Donc là, ça fait une prise de parole qui est peut-être un peu simplifiée. J'ai eu la même chose au niveau régional, dans des assemblées régionales où on était une centaine. On a eu à peu près les mêmes problèmes, un peu moins, peut-être un peu moins amplifiés, mais à peu près les mêmes. Et puis en réunion de comité directeur, où on est une vingtaine, et en bureau, on est une dizaine, ça se passe nettement mieux, parce que là, il y a beaucoup moins de participants, donc les interventions sont plus faciles. Hein, les gens interviennent plus facilement. Et puis, il faut quand même rester positif, hein, si on peut. Hein. Moi, je pense qu'il y a des limites et que pour les avantages, c'est dans les réunions qui comportent, je dirais, entre 0 et 20 ou 30 participants, ça permet de limiter les frais de déplacement, déjà, de limiter les déplacements et donc une meilleure participation pour les personnes qui sont loin. Géographiquement, je parle. Nous, on a constaté sur Lyon, par exemple, quand vous avez une réunion sur Lyon et la région Rhône-Alpes, on est tous bien placés pour le savoir, elle est très grande. Quand vous avez une réunion qui va durer 1 heure ou 2, qu'il faut faire que des gens sont à 3 ou 4 heures de route aller, bah, ils ne viennent pas.
Alors, et donc là, c'est là où la visio peut avoir un grand intérêt. Et puis, le deuxième aspect positif, c'est la tenue des horaires, ça c'est important. Et puis, pour le bilan financier, c'est quand même intéressant. En conclusion, parce que je suis en train de me faire engueuler, je dirais qu'il faut éviter, si on peut, la visio sur les grandes manifs, et puis peut-être, sur l'avenir, étudier des formules hybrides, donc avec des participations en visio et en présentiel. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Serge, pour ta participation et ce premier témoignage retour d'expérience. On va donc du coup passer à une partie de témoignage justement sous forme d'interview croisée pour avoir un petit peu des retours sur ce qu'a pu changer le numérique dans certaines associations. Donc, je vais être rejointe par Pauline Maigrand, qui est responsable du pôle culture et vie associative à la FOL de Savoie, qui est donc Ligue de l'enseignement, Fédération des œuvres laïques, qui est mouvement d'éducation populaire, qui accompagne les politiques éducatives avec des actions de formation, loisirs, sociales, activités associatives, culturelles et sportives pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si j'en doute, ainsi que Marie Simon, qui est coordinatrice réseau, et Jeanne Bory, chargée de mission au collectif Pétale 07, qui est donc un collectif d'acteurs de d'éducation à l'environnement et au développement durable en Ardèche, et qui se mobilise aussi avec un ensemble d'acteurs privés et publics pour se concerter autour de la transition écologique. Emma, est-ce que tu pourrais éventuellement enlever le partage d'écran maintenant qu'on a vu les noms pour qu'on puisse se regarder un petit peu plus facilement. Donc, merci en tout cas de nous rejoindre, chers témoins. On vous a sollicité parce que vos structures, du coup, ont intégré une démarche et des outils numériques dans leur vie démocratique, dans les instances, dans la gouvernance. Et du coup, merci de vous être rendus disponibles pour partager un peu cette expérience qui est quand même intéressante de ne pas rester que sur des aspects théoriques. Du coup, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, on va commencer par toi, Pauline, pourquoi votre structure elle a fait l'usage du numérique dans le cadre de sa vie démocratique et dans quel contexte est-ce que les outils ont été mis en place et avec quels objectifs? Déjà, bonjour à tous. Merci de votre invitation pour témoigner sur cette thématique-là. Peut-être juste pour vous repositionner la FOL, donc je ne vais pas redire ce que c'est parce que Garance, tu l'as très bien dit, c'est parfait d'ailleurs, merci. Juste pour vous dire qu'on est une fédération d'associations d'éducation populaire, donc on est, alors période de crise veut, on a perdu un peu d'adhérents, mais en règle générale, on est à 250 associations affiliées sur l'ensemble du territoire de la Savoie. Donc, on n'a pas, nous, le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a quand même le territoire, on couvre le territoire entier de la Savoie avec des vallées, des montagnes, etc. Donc, pas toujours facile de se déplacer. Et un conseil d'administration qui est à peu près à une trentaine de personnes. Notre usage numérique et notre démarche numérique, en fait, elle s'inscrit un peu dans trois facteurs différents mais complémentaires. En 2019, on a relancé l'écriture de notre projet associatif et donc de nos statuts. Donc voilà, on s'est posé la question assez rapidement du distanciel, de l'animation de notre gouvernance à travers ce projet et nos statuts. Le deuxième point, c'est en 2019 aussi, où on a recruté et développé des actions autour du numérique. Alors, beaucoup autour de la médiation numérique, l'éducation aux médias, mais aussi comment on allait accompagner notre secteur associatif, nos associations à ces questions-là. Donc, de fait, si on accompagne nos associations là-dessus, il faut aussi que nous, on se pose ces bonnes questions-là, comment le numérique était intégré à notre projet associatif aussi. Et le troisième, évidemment, c'est le Covid qui a forcément accéléré un peu tout ça et qui nous a obligés, mais j'ai presque envie de dire tant mieux, à aller plus loin, à utiliser ces outils. Donc, on a fait pendant toute cette période de Covid nos bureaux au conseil d'administration à distance via les outils numériques. On a eu la chance l'année dernière de faire notre AG en présentiel puisqu'on était dans la période pile poil début juillet, donc on a pu la faire en présentiel avec distance, etc. bien sûr. Et par contre cette année, on a fait notre assemblée générale en distanciel. Mais j'en reparlerai peut-être après, Garance, pour repréciser un peu les choses. Mais voilà, on a été avant le Covid dans cette démarche-là, mais c'est vraiment le Covid qui nous a donné un coup d'accélérateur pour mettre en place les choses et pour les réfléchir intelligemment.
Super, merci Pauline pour ce début un petit peu de contexte. Marie, Jeanne, je vous laisse un petit peu nous présenter dans quel cadre vous avez intégré le numérique dans votre gouvernance et votre vie démocratique de manière un petit peu différente, je crois. Oui, du coup, je vais démarrer. Donc, le collectif Pétale s'est créé en 2009 et était sous une forme informelle. Et donc, pareil, un petit peu en termes de contexte sur le département, un département assez rural avec des acteurs au nord et au sud de l'Ardèche. Et des fois, ça peut faire 2h30, 3 heures de route. Et avec donc une vocation à la fois de regrouper les acteurs de l'éducation et de l'environnement, mais aussi les partenaires institutionnels sous la forme d'un espace de concertation. Et tout de suite, une dimension aussi de travail en réseau à l'échelle régionale avec les graines, à l'échelle nationale avec École et Nature. Et donc, du coup, voilà aussi cette dimension de travail au-delà des frontières ardéchoises. Donc, à cette époque-là, on n'était pas forcément beaucoup sur les questions effectivement d'outils numériques. Ce qui nous a mis en route là-dessus, c'est une réflexion sur la structuration de ce collectif, c'est-à-dire qu'en 2017-2018, via un programme Jeunesse Agir, on se lance dans à la fois développer des projets innovants en direction de la jeunesse et à la fois passer un petit peu de temps à réfléchir à la structuration de notre collectif, de manière à rendre plus de visibilité aux acteurs de l'EDD, plus d'accessibilité à l'offre éducative et puis aussi continuer à développer le travail dans cet espace de concertation public-privé. Donc, du coup, on est vraiment dans cette réflexion structuration. Dans ce cadre-là, il se trouve que il y a quelqu'un de chez nous qui s'est formé à Animacop, donc la découverte des outils numériques. Et puis, donc, on a créé une première petite gare centrale. Et on s'est dit, tiens, il faut vérifier, est-ce que cet outillage est adapté donc au collectif, sachant qu'effectivement, on avait la question de l'éloignement géographique, comme ça a été évoqué tout à l'heure. On avait la question aussi de la disponibilité des acteurs, pas forcément toujours au même moment. Donc, comment on peut contribuer, puisqu'on voulait garder, tout en se structurant, on voulait garder le côté informel, on voulait garder le côté contributif des différents acteurs. On voulait garder aussi la question de travail plutôt en sous-groupe de travail sur des thématiques. Voilà, donc on voulait presque rien perdre et pour autant structurer. Donc, on a vu derrière ces outils numériques peut-être la possibilité de structurer des espaces de travail en amont et en aval des réunions et puis d'augmenter la participation. Donc, via l'EHPAD, via aussi la consultation pour fixer des dates, des lieux de réunion, etc. Ça a commencé un petit peu comme ça. Et via la capitalisation aussi de nos productions dans un espace collaboratif de type wiki. Voilà. Donc, tout ça, c'était bien en route en 2019, avec effectivement des expérimentations, notamment parce qu'on est passé par un temps de formation des acteurs, pour justement s'acculturer à tout ça. Et donc, aussi sur différentes saisons, de voir est-ce que on pouvait aussi avoir des acteurs qui, selon leur activité saisonnière, pouvaient s'investir plus de manière ponctuelle parce que l'EHPAD leur permettait de suivre quand même les choses. Voilà, donc on a vérifié vraiment la pertinence et l'accessibilité de ces outils. On a vu qu'effectivement, il y avait des gens qui avaient plus ou moins de difficultés à se les approprier, donc on a fait beaucoup d'accompagnement aussi individuel. Et on en était là quand effectivement la question du Covid est arrivée. Et du coup à ce moment-là, en fait, ça a un petit peu permis de mobiliser un peu tout ce savoir-faire pour s'adapter à la situation Covid. Voilà, et donc du coup, on a pu mobiliser ces compétences-là, faire monter d'autres acteurs en compétences parce qu'on a pu organiser des formations en visio aussi pour ceux qui ne s'étaient pas encore formés. Et puis, on a essayé de travailler du mixte parce qu'on a bien vu qu'il y a des gens qui avaient du mal à se mettre en route en cours de situation Covid. Donc, à la fois accueillir certains en présentiel, maintenir des plans B par téléphone quand les connexions Internet ne marchaient pas. Voilà, on a vraiment expérimenté plein de choses différentes, le temps effectivement de trouver notre rythme de croisière et surtout d'identifier les sujets
qu'on pouvait travailler en visio et ceux qui ne nous semblaient pas du tout pertinents à travailler en visio. Voilà. Super, merci Marie. Du coup, tu as répondu un peu à ma question suivante qui était sur du coup un petit peu qu'est-ce qui avait été vraiment mis en place en termes d'outils. Donc, tu nous as parlé d'outils collaboratifs en ligne avec de type wiki pour à la fois capitaliser et échanger à l'écrit, mais aussi d'un sens et de réunions en visio. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter là-dessus sur les outils concrets ou est-ce que il me semble que du coup, c'est déjà pas mal balayé. Très bien. Et bah, du coup, je vais donner la parole à Pauline pour lui demander qu'est-ce qui, a été mis en place concrètement, vu qu'on a déjà un petit peu vu le cas pour Pétale, de voir qu'est-ce qui a été mis en place au sein de la FOL comme démarche et comme solution à ce contexte-là qui a déjà été posé. Pardon, Garance, ça a coupé. Je compléterai un peu tout à l'heure deux, trois trucs. D'accord. Et ben, juste après, alors. Très bien. Merci, Marie. Peut-être faire un zoom sur notre Assemblée générale qui s'est tenue il y a un gros mois et demi maintenant. Voilà, c'était un petit enjeu, défi technique pour nous d'organiser ça, parce qu'on on maîtrise pas totalement, même après 1 an et demi de Covid, on maîtrise pas totalement encore les outils, mais voilà, on a voulu se lancer ce défi-là. 90 personnes à peu près, alors ce qui n'est pas tant que ça, mais quand même, parce que c'est l'idée aussi du vote derrière, etc., qui va avec. Et avec en plus le défi technique que nous, en règle générale, quand on fait une AG en présentiel, ça dure à peu près 4 heures. Parce qu'en fait, on fait 3 AG en même temps. On fait l'AG de la FOL, on fait l'AG de l'USEP, qui est notre petit frère du sport à l'école, et l'AG de l'UFOLEP, qui est notre petite sœur, s'il faut faire donner un sexe d'ailleurs, j'en sais rien, mais du sport pour tous. Et c'est vrai qu'on a toujours à cœur, vu qu'on est la même maison, de faire nos assemblées générales ensemble. Et ça prend toujours un peu de temps. Voilà. En l'occurrence, là, on s'est dit, on va garder le même format, mais on va le faire en distanciel. Donc, on se rajoutait en plus une petite pression en plus de faire tenir ça dans un temps qui est le plus correct possible, parce qu'on sait qu'au bout d'1 heure et demie ou 2 heures de visio, on décroche facilement. Donc voilà, on a essayé de faire au mieux, de réadapter les horaires, de diminuer ou de rendre plus efficaces les temps de parole des uns et des autres. Serge l'a dit tout à l'heure, d'avoir un timing, voilà, ce qu'on ne fait pas forcément quand on est en présentiel. Donc voilà, on a été embêtant sur les horaires, sur les prises de parole des uns et des autres. Et ce qu'on a plutôt bien réussi et ce qui était plutôt sympa, c'est qu'on a mis notre rapport d'activité en image. Donc on a fait une vidéo de notre rapport d'activité. Pour faire simple, hein, c'était un peu des slides de chiffres qui étaient un peu dynamiques avec une musique, quelques images, quelques photos qui avaient été prises sur les activités qu'on avait pu faire malgré le Covid. On avait quand même fait quelques actions, voire même beaucoup d'actions. Donc voilà, ce qui permettait aussi de gagner un peu de temps sur cette prise de parole sur le rapport d'activité, sachant que le rapport d'activité papier, bien sûr, avait été envoyé avant avec les invitations, et ce qui permettait aussi les échanges entre le rapport papier et le rapport vidéo. Ça permettait aussi de pouvoir laisser la parole à ceux qui auraient des questions et qui demandaient des précisions à la fin. Donc voilà, notre expérience a été plutôt positive. Même si ce n'est pas notre objectif de garder des AG en distanciel, parce qu'on a vraiment, quand on a retravaillé notre gouvernance, c'était aussi l'objectif de se dire qu'est-ce qu'on fait de ces temps de gouvernance et notamment ce temps d'assemblée générale. Et en fait, on l'avait plutôt imaginé il y a 2 ans, quand on a refait tout ça, de faire un vrai moment de vie collective, un vrai moment de rencontre, un vrai moment de partage, un vrai moment convivial aussi, parce que c'est pas forcément dans l'année, on n'arrive pas forcément à prendre ce temps-là, sachant qu'on est sur l'ensemble de la Savoie, que tout le monde vient d'un peu partout. On voulait aussi en faire un temps de présentation du réseau. Toutes les associations ne se connaissent pas. Enfin voilà, donc on voulait vraiment faire un temps vie associative. Bon, on s'est reporté à l'année prochaine, c'est pas grave. Voilà, et on devait faire notre assemblée générale. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas l'objectif à terme de garder un format distanciel, mais voilà, ça reste quand même une belle expérience que cet AG à distance, qui a malgré tout permis de rendre
visible ce qu'on fait, qui on est, de laisser les échanges, même si c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes échanges que quand on est en présentiel, mais qui a permis quand même de pouvoir laisser la parole aussi à nos partenaires, etc. Voilà. Mais ça demande un peu de cadre, un peu plus de rigueur peut-être, et ça nous fait du bien aussi de pouvoir peut-être dans nos réunions de se mettre un peu plus cette rigueur-là. Merci Pauline. Du coup, je reviens. Marie, tu voulais compléter un peu du coup par rapport à déjà ce que tu as amené quand on a parlé du contexte sur vraiment les outils et les démarches que vous avez mis en place. Donc, tu parlais d'outils collaboratifs et de visio. Je te laisse, si tu veux, compléter un petit peu ce que tu avais déjà apporté tout à l'heure comme élément. Le premier outil, quand effectivement la période Covid a démarré, ça a été d'être force de proposition de manière offensive avec ces visios une fois par semaine, que les gens viennent ou viennent pas, mais de proposer qu'en fait, il y ait du lien. Il faut savoir que nous, on était en cours de structuration, donc les routines entre les gens n'étaient pas encore en place. Donc, en proposant un rendez-vous régulier, même très court, ça nous a semblé important. Après, vis-à-vis de la déstabilisation et de la période Covid et par rapport à ces outils, on a fait attention à prendre soin, à être à l'écoute de l'humain et à prendre soin un peu des acteurs, notamment en permettant des interventions de personnes de l'ARS et de l'IREPS pour répondre aux questions et peut-être aux angoisses aussi qu'il pouvait y avoir, de manière à ce que ça n'occupe pas toutes les réunions en visio, mais qu'il y ait bien des moments dédiés à ça, donc pour qu'effectivement, après, on puisse travailler plus sereinement. Ensuite, assez rapidement, on est avec des acteurs du dehors. On s'est rendu compte qu'il fallait créer dans les temps en visio, par exemple, des temps de respiration et des temps aussi de tour de table sur le comment ça va. Il fallait maintenir ces espaces de convivialité, ce qui n'était pas forcément évident au départ. On n'avait pas vu ça comme ça. En fait, tout ce qui existe dans le présentiel, en fait, il fallait quand même arriver à en faire vivre une partie dans la visio sans que ça occupe tout le temps visio. Donc voilà, ça, c'était un petit peu compliqué. Et puis, on s'est rendu compte aussi que la technique d'animation était différente, surtout qu'on a des gens qui échangent beaucoup habituellement. Et donc, du coup, il fallait plus de structuration et de rigueur dans l'animation. Donc, d'être un peu plus discipliné, ce qui était difficile alors qu'il y avait aussi besoin de convivialité. Voilà, mais c'est quand même ça qui permettait aux gens d'avoir la parole, de partager, etc. Et puis surtout, c'est peut-être spécifique à notre contexte, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure de toujours avoir le plan B, parce qu'on a bien vu que sur un territoire rural, on avait vraiment des gens qui avaient des connexions Internet différentes, des outillages informatiques différents. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu plus harmonisé, je dirais, mais quand ça a démarré, on voyait vraiment des gros décalages entre les personnes, ceux qui avaient une caméra, pas de caméra, ceux qui arrivaient à brancher leur son, pas leur son. Donc, d'avoir toujours le plan B, c'est vrai qu'on s'est beaucoup servi des conférences téléphoniques OVH pour basculer en plan B si besoin, y compris celui qui va brancher son téléphone, mettre le haut-parleur pour faire qu'il y en ait un qui ne décroche pas. Donc, le souci un peu de toujours associer tout le monde et optimiser l'outil qui est le plus pertinent dans le moment. Voilà, et puis aussi essayer de faire que quand d'autres se sont mis à ces outils plus collaboratifs, numériques, notamment nos partenaires institutionnels, on n'aille pas vers trop de diversité d'outils, et c'est peut-être dans les problématiques qu'on verra plus tard, parce que dès que quelqu'un était acculturé à un outil type Zoom, ne serait-ce que de passer à une autre application en visio, ça pouvait être très compliqué. Donc, essayer qu'on garde les choses les plus homogènes possibles. Et dernière chose, donc du coup, les espaces de travail collaboratifs qui ont été mis en place au niveau régional par le GREN et l'IREPS, notamment sur ces questions de pratiques sanitaires, c'était plutôt que de nous les remettre en place à l'échelle départementale, d'optimiser là où il y a déjà de l'organisation de travail à distance, puisque finalement, à partir du moment où on n'est plus dans la situation de se réunir en présentiel, qu'on soit à l'échelle régionale dans un Zoom ou à l'échelle locale, en fait, la technique est la même. Donc, on n'a pas réinventé des espaces de discussion sur la question des pratiques en situation de Covid. On a investi et proposé à nos acteurs d'investir les espaces existants portés par l'IREPS et le GREN. Et puis, on a proposé aussi, en rapport avec notre partenaire Canopé,
de aussi commencer à travailler des supports d'animation liés aux outils numériques, notamment les applications numériques qui permettent de découvrir l'environnement, donc que ça soit la faune, la flore, les traces, les étoiles, etc., les traces d'animaux, etc. Et ça, c'était quelque chose qui culturellement n'était pas dans l'esprit de beaucoup d'éducateurs à l'environnement, voire même, non, on ne va pas utiliser les outils numériques alors qu'on peut être dehors, qu'on crée, etc. Mais là, en situation un peu particulière, on est un peu sorti de notre zone de confort pour voir si l'usage de ces applications numériques pouvait ne pas nuire à l'éducation à l'environnement dehors, mais bien le soutenir, l'accompagner et permettre un aller-retour entre le dehors et le dedans. Voilà, donc on s'est laissé faire avec une formation avec un formateur de Canopé et on a proposé en 2 temps de formation d'avoir un temps aussi d'expérimentation et ensuite d'analyse et de retour sur l'expérience pour savoir qu'est-ce qu'on garde dans ces applications numériques et qu'est-ce qu'on ne trouve pas pertinent pour nos pratiques d'éducation à l'environnement. Voilà. Merci Marie. Pour faire suite par rapport à ces outils et ces démarches que vous avez mis en place, très rapidement parce qu'il faut, il faut qu'on continue. Qu'est-ce que vous considérez qui avait bien fonctionné et surtout quel levier vous a aidé à mettre ça en place là-dedans, à toi, je pose la question à toi ou à Jeanne hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a aidé à mettre ça en place? Quels ont été les avantages de ce que vous avez mis en place en termes de numérique très rapidement? Tu veux réagir, Jeanne, ou je continue sur cette partie-là? Tu me dis. Ah, Jeanne, tu vas couper ton micro. Erreur de débutante, oui, je disais juste que je te laisse commencer puis je compléterai. Les avantages, ça a été surtout les pads, parce que les gens ont compris qu'ils pouvaient collaborer, enfin, qu'ils pouvaient contribuer en amont, qui pouvaient voir les contributions des autres, qui pouvaient réagir sur les contributions des autres. Donc ça a été tout de suite une belle découverte. Parce qu'effectivement, ce n'était pas dans les habitudes d'avoir un document partagé sur lequel chacun peut réagir. Après, ça, c'est compliqué parce qu'effectivement, je ne sais pas si je suis embêtée parce qu'il faut dire avantages et inconvénients en même temps. Donc, je grille un peu les choses ou alors je le garde pour tout à l'heure, comme tu veux. Mais sinon, ce qui a été compliqué du coup, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ont plusieurs pads d'ouvert et ils se sont retrouvés un peu perdus dans leur ordinateur. Où est-ce que je range les différents pads des différentes réunions de travail? Donc, on sent qu'il y a un accompagnement même de la personne face à son ordinateur et à l'organisation de ces outils-là dans l'ordinateur. Voilà, ça, on ne l'avait pas anticipé, c'est venu dans un deuxième temps. Donc, il faut, au-delà de la maîtrise d'un outil, c'est aussi comment je m'organise dans mon ordinateur pour cet outil-là. Et clairement, donc, les avantages avec les réunions Zoom, c'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était assez facile d'acquisition et ça passait assez bien sur notre territoire. Donc ça, on a pu vraiment s'appuyer dessus. On a eu aussi donc la capitalisation des éléments dans le wiki. Quand on était par wiki sous forme de groupe de travail, c'était assez simple. Ça s'est compliqué dans un deuxième temps quand on a voulu regrouper tous nos groupes de travail dans un wiki collectif. Voilà, mais sinon, un wiki par thématique, ça, c'était accessible à tous. Voilà, j'arrête. Merci Marie. Jeanne, tu voulais compléter en 2 mots? Oui, rapidement, alors j'ai peu de recul sur les pratiques numériques de Pétale puisque j'ai rejoint ce collectif en janvier dernier. Mais voilà, avec le peu de recul que je peux avoir, je trouve que au-delà de la question des instances, des votes statutaires, de la démocratie statutaire associative, le collectif avait investi les outils numériques pour la collaboration, la passion. Et du coup, c'est ces habitudes, ces pratiques-là de collaboration qui ont été utilisées, ensuite remises au service de la vie démocratique statutaire une fois que l'association a été enregistrée officiellement et formellement en tant qu'association. Après, au niveau des avantages, moi, je vois effectivement qu'il y a des habitudes de travail en termes de numérique qui ont été intégrées, qui marchent bien. Jeanne, on t'entend. Enfin, je ne sais pas si c'est que moi, mais on t'entend très mal. Est-ce que tu peux couper ta caméra? Voilà qui est fait. J'espère que ça ira mieux. Mais après, je ne vais pas m'étendre davantage. Mais
je crois qu'il y a quelque chose qui fonctionne, mais qui est encore nécessaire de poursuivre, c'est les temps de formation et d'accompagnement aux outils. D'accord. Donc, pour préciser, vous parlez du coup de documents partagés en ligne sur des outils libres qui du coup permettent à tout le monde de réagir et de travailler en amont des réunions et des instances et qui du coup permettent une grande contribution, une grande collaboration des acteurs, si je comprends bien, sur ces outils-là. Merci du coup pour ces points-là. Je vais revenir du coup au témoignage de Pauline qui pourra nous dire du coup aussi qu'est-ce qui a bien fonctionné et quels ont été les leviers un petit peu de réussite sur ce qui a été mis en place et notamment sur votre AG en distanciel et vos temps d'instance. Peut-être je vais me concentrer sur l'AG parce que c'est voilà, l'expérience la plus concrète et que je peux transmettre. Ce qui a bien marché, je pense, c'est qu'on a imposé un rythme dynamique dans le temps d'AG, qu'on a mélangé les outils, aussi bien du temps de discussion que des espaces de vidéo. On a diffusé 2 vidéos pendant l'AG. On est parti en salles différentes à un moment donné. Donc, je pense que sur des temps qui sont un peu longs comme ça, c'est un peu casser le rythme un peu descendant de ça et permettre aussi la participation. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a permis de rendre les choses un peu attractives. Alors, je ne suis pas objective, c'est moi qui l'ai organisé, donc on n'a pas fait une étude de fond pour savoir comment les gens avaient vécu les choses. Mais bon, notre facteur quand même, notre critère, c'est qu'on n'a pas perdu de monde entre le début et la fin de l'AG. Enfin, si, quelques-uns, je ne vais pas vous mentir, mais voilà, on a dû perdre même moins de 10% en fait, des gens sur l'ensemble des 2 heures. Donc voilà, pour nous, c'est un critère de réussite. Les gens sont restés jusqu'à la fin. Et puis, c'était aussi même le temps descendant était un peu fait en mode un peu radiophonique, quoi. Voilà, comme on avait créé un peu un plateau radiophonique ou télé, je ne sais pas comment voilà, appeler ça. Mais donc, voilà, moi, je pense que c'est un peu l'innovation, l'originalité qui permet aussi sur des temps comme des AG de garder les gens et de motiver, même si, encore une fois, c'était sûrement pas parfait, loin de là. En tout cas, voilà, c'était une bonne expérience pour nous. Et peut-être que je peux tout de suite enchaîner sur peut-être les inconvénients. Les inconvénients, c'est quand même le temps de travail derrière et les compétences. J'avoue qu'on a, nous, en interne, une chargée de communication qui a pu nous faire les vidéos. On a des chargés de mission numérique qui sont au quotidien avec un ordinateur face à des publics. Donc, on sait aussi les petites contraintes qu'il peut y avoir. Ça a mobilisé aussi beaucoup de temps et d'énergie. Enfin, je pense qu'en fait, c'est autant de temps, voire même plus de temps qu'une assemblée générale en présentiel, quoi. Mais voilà, c'était chouette. On sait voilà, on s'est organisé. Il y avait des numéros d'urgence pour tous ceux qui ne pouvaient pas se connecter, notamment au moment des votes, s'ils n'avaient pas reçu le mail, si ce n'était pas la bonne adresse. En bref, voilà. Donc, on s'est mobilisé. On avait une petite équipe d'urgence voilà, qui était enfermée dans un bureau ici, dans nos locaux, voilà, qui pouvait répondre voilà, avec 3 numéros de téléphone. Enfin, voilà, c'était vraiment le QG en mode NASA. Voilà, pour pouvoir être efficace et pas perdre les gens en fait quand il y avait un problème, quoi. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas simple, ça demande de la technicité, ça demande des compétences qu'on a développées hein, pendant cette période Covid, mais voilà, il y a toujours le petit stress de la vidéo qui va pas démarrer ou ces choses-là. Voilà, c'est quand même une belle expérience et plutôt voilà, intéressant comme dynamique. Et dans cette période Covid, en fait, ça sert aussi à garder le lien, même si ce n'est pas un lien physique, même s'il y a plein d'échanges informels qui ne sont pas là, etc. Ça reste quand même une dynamique. Et puis, même si ce n'est pas notre gouvernance à nous, en l'occurrence, on a eu plein de temps en visio, plein de webinaires aussi tout au long de l'année qui ont permis aussi au réseau de s'approprier cet outil-là. Voilà. Et excusez-moi, monsieur Pouliquin, de parler trop vite. Merci Pauline. Du coup, je note effectivement de ce que tu dis quand même, du coup, une AG, malgré les restrictions sanitaires, qui a été rythmée, qui a été dynamique. Et c'est vrai qu'on a des fois des retours de dire on voudrait dynamiser nos AG même en présentiel. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours intéressant parce qu'un rapport d'activité en vidéo, ça peut toujours se faire même en présentiel, hein. Donc, effectivement, c'est une expérience qui est très intéressante. Mais effectivement, sur les inconvénients, beaucoup de techniques, beaucoup de préparation en amont demande ce genre
d'instances organisées de ce côté-là. Je vais repasser du coup au collectif Pétale sur ce point-là des difficultés rencontrées, des inconvénients et éventuellement de ce que demande la mise en place d'outils de ce genre. Je laisserai Jeanne parler de notre dernier AG, mais du coup, pour faire écho, donc je partage tout ce qui vient d'être dit par Pauline. Et nous, effectivement, après le printemps 2020, on va dire justement plutôt dans cette partie 2021, on est arrivé à un stade au niveau inconvénient, un peu la saturation humaine, c'est-à-dire que les gens n'avaient plus trop envie d'être en visio ou une partie, et on risquait la division entre ceux qui étaient prêts à faire de la visio et ceux qui n'étaient pas prêts à faire de la visio. Donc, on s'est équipé d'une pieuvre pour essayer de faire du mixte, et du coup, ça a permis un peu de répondre à certaines problématiques, mais je laisserai Jeanne expliquer ce qui nous est arrivé à notre dernier AG. Mais par contre, effectivement, dans les déceptions, c'était aussi la compatibilité ou le manque de compatibilité entre les outils, parce qu'il ne faut pas oublier que comme nous, on a un espace de concertation avec les partenaires institutionnels, en fait, il y a aussi des outils que l'associatif privilégiait, qui ne sont pas les outils que les partenaires institutionnels privilégiaient. Assez rapidement, on a vu que les Zoom n'étaient pas utilisés par les partenaires institutionnels et qu'il fallait qu'on aille plutôt sur d'autres applications numériques, Midjitsi, Team, VIA. Et ça nous a tout de suite complexifié un peu les choses. Donc, on a cette question sur la compatibilité d'outils et tout le monde n'est pas intuitif pour s'approprier d'autres outils de type équivalent. Et puis, on avait aussi espoir que quand on renseignait des ressources sur un espace wiki, en fait, ça puisse automatiquement passer sur notre site Internet, que là où on allait renseigner à l'échelle départementale, ça puisse apparaître à l'échelle régionale. On ne connaissait pas bien, en fait, ces applications-là et si ça allait pouvoir être optimisé et pas faire 2 fois la même chose. Et en fait, actuellement, techniquement, on se dit non, ce n'est pas si simple. Ça serait l'idéal d'avoir quelque chose que tu renseignes, une ressource que tu renseignes à l'échelle départementale et qui apparaissent aussi au niveau régional. Mais visiblement, ce n'est pas si simple. Et plus récemment, on voit que nos outils numériques libres, ils sont aussi attaqués, hackés. Et là, on touche vite à nos limites techniques. La chance qu'on a, c'est qu'on s'est mis en relation effectivement avec donc des partenaires techniques. Donc, c'était Louise Didier qui nous a accompagnés sur le wiki et maintenant c'est Gatien. Heureusement qu'on a ces interlocuteurs techniques parce qu'assez vite, nous, on est un peu en limite là-dessus. Même si effectivement, on renouvelle les formations un peu plus techniques pour suivre. Je laisse Jeanne parler de notre AG quand même, parce que maintenant on est structuré, on a une AG, et comment ça s'est organisé cette année, puisqu'on a fait du mixte, et ça pose toutes les questions pour l'avenir. Merci Marie. Je fais les choses à l'envers, je coupe ma visio quand je parle pour augmenter les chances que ça ne coupe pas. Oui, parce que ça illustre bien une limite justement qu'on a. Alors, c'est valable un peu partout, mais alors en territoire rural ardéchois, c'est vraiment très valable. C'est l'accès au numérique et la connexion. Je pense que Pauline, tu partages aussi peut-être cette problématique, mais c'est alors. Globalement, ça marche bien. Tout le monde on peut avoir accès à une connexion Internet, mais ce n'est pas partout. Et je vous donne l'exemple de notre AG. On a loué une salle pour faire une AG en mixte présentiel et distanciel. Donc, il fallait absolument une connexion Internet. La mairie qui nous a loué la salle nous a garanti que oui, il y a de la 4G, il y a de la 4G. Et en fait, on est arrivé sur place et ni moi ni Marie ne captions la 4G. Donc, on n'avait pas de connexion Internet. On était sur 2 opérateurs différents. Les 2 ne captaient pas suffisamment jusqu'à ce qu'il y ait une administratrice qui arrive avec un 3e réseau différent. Et elle nous a dit « Ah, mais moi, je le capte, pas de problème ». Donc, on a pu faire le partage de connexion et faire notre AG en visio comme prévu. Mais du coup, ça nous fait dire qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à tout. Dans la préparation, comme tu disais, Pauline, c'est aussi des choses qu'il faut non seulement vérifier qu'il y a une connexion, mais en plus que ça soit la bonne par rapport au réseau de téléphonie qu'on utilise pour avoir la 4G. Voilà, ça demande à vraiment baliser le terrain pour être certain que techniquement, ça marche, sans parler des zones blanches où des personnes ne peuvent pas participer en visio parce qu'ils n'ont pas de connexion Internet. Et puis après sur ce qu'on peut en garder et qu'on va essayer de, je pense, essayer de faire évoluer, c'est en tout cas il faut qu'on se perfectionne.
c'est sur l'articulation entre les personnes en présentiel, les personnes en distanciel, comment on anime au mieux, en préparant en amont, en renvoyant aussi des documents après coup. Qu'est-ce qu'on fait en présentiel qu'on ne fait pas en visio, qu'est-ce qu'on fait que en visio. Voilà, je pense qu'on a aussi des apprentissages à tirer là-dessus. Et ce que je pense qu'il faut absolument continuer, c'est l'accompagnement sur les outils. Et ça aussi, c'est du temps de travail, c'est de la compétence. Mais tout le monde n'est pas avec la même intuitivité au niveau des outils informatiques et numériques. Et même si les outils sont en place et utilisés depuis 1 an, 2 ans, il y a toujours des personnes qu'il faut accompagner pour qu'elles puissent les utiliser et qu'elles puissent contribuer aux dynamiques collectives et à la vie démocratique au sens large de l'association. Merci pour ce retour du coup et sur cette fin sur la perspective effectivement de devoir continuer à accompagner sur ces outils, à se mettre à jour, à faire de la maintenance aussi qui ne s'arrête jamais, surtout quand on utilise des outils libres et qui est une bonne suite par rapport à ma question suivante qui était du coup sur les perspectives un petit peu de ce que vous allez garder ou pas de ces expériences-là, quelle perspective dans la place du numérique dans votre vie démocratique, qu'est-ce que vous allez garder ou pas de ce qui a été mis notamment après le Covid, ou qu'est-ce que vous allez garder mais faire évoluer. Est-ce que Pauline, tu veux réagir là-dessus? Oui, je crois que j'ai déjà un peu répondu, mais on va effectivement garder ce modèle distanciel parce qu'il me semble que c'est aussi le moyen de recréer une dynamique associative, d'avoir sur un territoire comme les nôtres, départemental ou régional, d'avoir des outils qui permettent d'associer plus de monde plus régulièrement. C'est bon pour notre planète aussi de ne pas faire 3 heures de route pour 1 heure de réunion. Donc il y a vraiment des choses à garder, même si effectivement, je rejoins Jeanne, il faut qu'on se perfectionne encore sur nos méthodes d'animation, sur l'hybride présentiel et distanciel. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, ça sera le côté positif, en tout cas pour nous, du Covid, c'est de nous avoir obligés à aller dans cette dynamique numérique et qui finalement, voilà, et pour notre gouvernance, en tout cas, on le prend positivement et on va tout mettre en place en termes d'animation, en termes d'outils pour que ça puisse voilà, participer à une vie associative plus dynamique, en tout cas que ce soit un appui, un tremplin à ça. D'accord, très bien. Marie-Jeanne, est-ce que vous voulez conclure là-dessus aussi sur vos perspectives d'évolution, même si Jeanne, tu en as déjà un petit peu parlé, sur ce que vous allez garder, ce que vous continuez à faire évoluer sur ce qui a déjà été mis en place? Tu veux y aller, Jeanne, un petit peu? J'y vais? Du coup, la question de la gestion du temps et de la limitation des déplacements, c'est sûr qu'elle va être à garder parce qu'elle a quand même permis plus de liens entre le Nord et le Sud. Et on a redynamisé avec Yann aussi les échanges avec les acteurs du Nord. Mais clairement, il faut qu'on identifie les rendez-vous qu'on doit faire en présentiel parce que ce qu'on a quand même observé, c'est que ça nous fait quelque part des rencontres et du travail un peu plat. En fait, tout est plat quand on est face à un écran. Et il nous faut un peu du volume, il nous faut un peu de la relation. Donc, tout l'enjeu va être d'identifier quels sont les vrais temps qu'on garde en présentiel et peut-être oser les faire plus longs et que ça justifie le déplacement. Donc, cette alternance-là. Ensuite, on a besoin vraiment d'avoir un outil de stockage plus simple, plus convivial, plus fiable, plus sécurisé. Donc, il faut qu'on aille vers ça. Et ça, c'est la suite, effectivement, de nos formations et de notre acculturation. Mais c'est aussi du travail avec les partenaires techniques parce qu'on a été conseillé aussi sur des outils techniques, sur des choses où nous, on ne savait pas vraiment nos besoins. Aujourd'hui, on sait mieux nos besoins. Donc, on peut mieux demander une réponse à des partenaires techniques adaptés. On est allé un peu à l'aveugle. Voilà, donc là, il faut retravailler là-dessus. Et puis, on n'a pas évoqué en fait les expériences qu'on a eues notamment au niveau national sur la dynamique sortir, puisqu'on avait quand même en janvier 2021 nos rencontres nationales sortir, éduquer dehors, qui étaient censées se passer en présentiel en Ardèche. Et quelques jours avant, on a tout transformé en distanciel avec une visioconférence finalement qui a été ouverte plus largement, alors que d'habitude, c'est que pour les participants. Alors, c'est quand même une centaine de participants. Donc là, on réfléchit
réfléchit, puisqu'elles sont décalées en présentiel en Ardèche à janvier 2022, est-ce qu'on ne maintient pas quand même en ayant des participants en présentiel, la visio pour la partager ou pour la rediffuser? Voilà, tout ça, c'est des nouvelles pratiques qu'on va garder. Et à cette occasion-là, on a commencé à être accompagné sur la prise de notes collaborative lors d'une conférence. On sent qu'il y a à nouveau d'autres compétences à développer, mais peut-être pas pour tous. Il faut que chacun sente sur quoi il a envie de développer des compétences et de les mettre au service du collectif. Et respecter ceux qui n'ont pas envie d'aller sur ce terrain-là parce que ce n'est pas leur culture. Voilà. Je ne sais pas, Jeanne, si tu veux compléter. Ça me paraît déjà très intéressant. Merci du coup. Je note un petit peu quand même de vos interventions l'idée d'un côté de temps en numérique qui permettent du coup de faire tomber certaines barrières de disponibilité, de temps, de possibilité de se déplacer, surtout sur des territoires ruraux ou assez grands. Nous, on est aussi une association régionale pour qui le distanciel est aussi une grande... Une possibilité qui nous ouvre beaucoup d'opportunités dans notre manière de collaborer avec certains partenaires lointains. Et du coup, cette possibilité d'innover, de travailler différemment et en même temps, il y a un besoin d'accompagnement, de compétences techniques, de maintenance qui est quand même grand et parfois chronophage. Jeanne, tu voulais compléter par un dernier mot? Oui, peut-être juste pour parler de l'intérêt aussi de travailler en réseau sur ces thématiques-là. Sur la possibilité de mutualiser des outils, des supports, des pratiques, d'échanger entre nous. Je crois que c'est important qu'on s'entraide en réseau sur ces thématiques-là. Voilà, nous, pour notre AG, par exemple, on s'est inspiré aussi de ce qu'avait pu faire notre réseau régional de graines. On s'est dit, comment s'est passé votre AG? C'était bien, qu'est-ce qui a marché, pas marché? Et voilà, on s'en est largement inspiré pour organiser la nôtre aussi. Et voilà, je pense que c'est des choses sur lesquelles on est tous allés un peu à tâtons. Maintenant, on commence à savoir nos besoins, mieux identifier les outils qui correspondent. Je pense qu'on a tout intérêt à continuer à tisser, à travailler ensemble là-dessus, parce que c'est des vraies montées en compétences pour le coup, sur des sujets parfois un peu techniques. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On va clore cette partie témoignage. Merci beaucoup d'avoir participé, ce qui nous permet d'avoir quand même une vision un peu plus concrète de ce qui peut se passer dans les associations et avec plus de recul, parce qu'effectivement, on a tous mis en place des outils, des démarches avant et pendant le Covid, avec la nécessité après de prendre du recul, de savoir qu'est-ce qu'on ne garde pas, comment ça se passe à côté et qu'est-ce qui peut être des leviers de réussite. Donc, j'espère que ça donnera à nos participants et aux spectateurs après de rediffusion des idées et des leviers un petit peu pour réfléchir à leur manière de fonctionner. Je vais redonner du coup la parole à Emma qui va passer à la troisième partie sur le côté plus pratique de ces besoins-là, à la fois sur les outils et sur l'organisation, avant de terminer par un temps d'échange. Merci Garance, merci pour vos échanges, c'était très, très intéressant. Du coup, là, en fait, ça va un peu reprendre ce que vous avez dit déjà, donc on va, je pense, passer un peu rapidement sur cette partie, mais c'était, voilà, quelle organisation, vous l'avez souligné, l'importance que ça a été. Jeanne vous avait dit que ça a été quand même beaucoup de travail, beaucoup de préparation en amont. On ne pense pas, mais organiser une visio, même organiser ce temps de travail, il y a beaucoup de personnes derrière et du temps d'animation, de préparation, de comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va dire. Donc, c'est très important, comme on le soulignait en début de réunion, de garder ce lien et de faire que tout le monde puisse parler, que tout le monde puisse s'impliquer. Et on pense qu'en visio, c'est encore plus dur qu'en réel. Donc, on a quelques bonnes pratiques à vous partager. Vous les connaissez peut-être déjà, vous avez peut-être déjà faites, mais on a pris un petit détaillé. Donc, par exemple, nous, on pense que c'est important de pouvoir impliquer les bénévoles si on organise une assemblée générale ou un conseil d'administration à distance, donc pouvoir susciter leur implication et en passant du coup par leur donner des tâches, en fait, les impliquer dans ce processus de création d'une visio et que ce ne soit pas seulement les salariés ou l'équipe dirigeante ou les bénévoles les plus impliqués qui prennent cette charge, mais que ça puisse être partagé parce que comme on va le voir, il y a plusieurs rôles, il y a plusieurs choses à faire pour organiser une visio et un temps d'échange à travers un écran.
Donc là, on vous a mis par exemple, donc ça, c'était une des bonnes pratiques qu'on avait déjà testées. Donc, c'était un déroulé qui était envoyé donc, avant aux participants, quelque chose de très clair, très visuel, pour que chaque personne sache se situer, l'heure, l'objet, qui fait quoi, le contenu, avec tout qui est repris. Donc, comme ça, chaque participant peut se référer à ce tableau donc, pendant l'échange et avoir les liens dont il a besoin pour suivre et pour savoir aussi le nom des gens qui interviennent si jamais il a besoin de plus de renseignements après la visio, par exemple. Donc, on s'était dit qu'il y avait quelques missions, dont la mission de secrétariat, qui pouvait être répartie. En général, c'est une personne qui s'occupe de cette mission dans une AG en présentiel. Maintenant, on s'est dit que ça aurait pu être quelque chose de partagé entre plusieurs membres de l'association, parce qu'il y a toute la partie secrétariat en amont, donc avec la convocation de l'AG, l'explication de tous les outils qu'on va utiliser, comment ça va se dérouler. Il y a donc il y a la mission de secrétariat durant l'assemblée, donc prendre des notes, prendre un compte rendu. Et il y a aussi donc, toute la mission de secrétariat qui arrive après, donc tout envoyer un rappel après que ce soit passé, donc avec le PV, tout le compte rendu, les outils, ce qui a été voté. Donc, pouvoir essayer de diviser ces missions en plusieurs pôles pour impliquer les membres. Donc, ça revient un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, le rôle du technicien, parce que oui, la visio, on l'a tous expérimenté, ça peut être très chaotique parfois. Donc, c'est important de tester les outils, comme vous avez dit, les outils libres, les outils propriétaires. Il y en a plein qui existent, savoir lequel est plus adapté au nombre de participants, à nos valeurs aussi. Et avoir un support, comme on le fait là, je pense que c'est quelque chose de visuel, c'est quand même beaucoup plus simple pour suivre une visio. Donc là, c'est les missions d'animation. Donc, comme vous l'avez dit, l'importance, Marie, vous avez parlé d'Animacop. Donc, nous, on les connaît bien de notre côté dans le cadre du programme PANA. On intervient avec eux. Donc, c'est vrai que l'animateur, animatrice, c'est un vrai métier. C'est pas si simple. Donc, on a vu qu'il y a eu pas mal de structures associatives qui se sont formées ou qui ont eu ce besoin d'animation. Donc, nous, dans notre communauté PANA, ça nous a remonté, en fait. Quelle technique d'animation, comment faire, en fait. Nous, on n'est pas des experts d'animation par visio, on ne sait pas parler par visio. Donc, c'est vrai que c'est quand même un vrai challenge à relever. Et donc, on pense que c'est très important de bien accueillir, comme l'a si bien fait Garance, en expliquant bien, en présentant bien les participants avant de rentrer dans l'intérêt en matière. Comme elle a décidé de le faire aussi, Garance, de pouvoir enregistrer l'événement pour les personnes qui ne sont pas là, pouvoir avoir une trace de cet événement et pouvoir suivre les débats, les échanges qu'il y a eu. Et avoir une personne qui a un rôle de modérateur, qui distribue la parole, qui regarde les questions dans le chat et avoir un déroulé de la réunion, donc un ordre du jour qui peut être partagé dans le chat aussi. Et le petit plus, j'ai mis être dynamique et souriante. C'est vrai que ça fait la différence, même si ce n'est pas facile de parler à travers un écran et qu'on en a un peu marre. Mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa pour les participants. Du coup, ça, c'est la dernière, donc les bonnes pratiques. Donc, je pense que vous les connaissez, c'est ce que vous avez déjà un peu énoncé tout à l'heure, prendre soin des participants. Donc, vraiment, c'est ce que je pense a fait Garance depuis le début, expliquer que tout soit clair, veiller à ce que ce soit convivial, qu'il y ait des temps de témoignage, donc comme on est en train de le faire ici, que ce soit concret, qu'on essaie de respecter le temps. C'est ce qu'on va faire aussi. Quelque chose voilà, on s'est dit un maximum de temps, 1h30, ce sera 1h30 et avoir une clôture. Je sais qu'on a eu des structures qui nous ont parlé d'une sorte de mise en scène qui s'est créée, des musiques qui se sont partagées, qui ont essayé de dynamiser un peu leur AG en distanciel. Et c'était pas très simple, mais elles ont réussi à rendre le format un peu plus sympa. Donc, c'est possible. Donc là, je vais aller rapidement. Je ne sais pas quelle heure est-il. Garance, dis-moi s'il faut que je... Il te reste encore 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Très bien. Du coup, on va passer à la deuxième partie. Du coup, quelle solution numérique pour mon assemblée générale? Donc, c'est très important. Donc, il y a plein comme vous disiez, il y a plein d'outils. Vous avez des outils propriétaires, des outils libres, et donc c'est vraiment en fonction de votre projet, de vos valeurs. Je pense qu'il faut déterminer quel outil on
utilise aussi. Donc, le coût de l'outil, c'est très important. Donc, il y a des outils gratuits, des outils payants. L'accessibilité, il y a des outils qui demandent des comptes, qui sont très fastidieux, qui peuvent être très compliqués en fonction du niveau d'utilisation du numérique de vos membres. Des limites, il y a certaines applications, certains outils qui n'ont pas toutes les fonctionnalités, qui ont des durées limitées d'utilisation également, donc ça peut être problématique, et ça fait flexibilité. Donc, je sais qu'il y a des outils qui peuvent permettre qu'on rejoigne une séance à travers un téléphone portable. Donc, ça peut être un petit plus. Donc, c'est les questions qu'il faut se poser avant de choisir les outils que je vais vous énoncer par la suite. Je vous ai mis, je ne sais pas si vous connaissiez déjà la communauté PANA avant de participer à cette rencontre, mais une fiche pratique sur les outils pour collaborer à distance. Donc, il y en a plusieurs, donc des outils libres et des outils propriétaires. Donc, je vous invite, vous pouvez cliquer dessus et il y a toutes les bonnes pratiques et tous les avantages et les inconvénients de chaque outil. Donc là, c'est ce qu'on a fait aussi, enregistrer la séance, on a rappelé le cadre légal, on a demandé aux gens d'éteindre leur caméra s'ils ne voulaient pas être filmés et ça permet d'avoir une trace de cet événement, comme je le disais tout à l'heure. Donc, focus sur les outils du coup de vote en ligne. Donc ça, on en a déjà parlé avec Amélie tout à l'heure, mais voilà l'importance de mettre dans ces statuts peut-être la possibilité d'avoir des instances à distance. C'est une possibilité, on ne sait pas comment la situation va évoluer, donc le faire rentrer dans nos statuts lors de notre prochaine Assemblée générale, ça peut être une bonne pratique aussi. Donc, avant le vote, ça, c'est quelque chose de très important dans tous les outils que je vais vous présenter. Le plus important, en fait, c'est de l'essayer, en fait, d'essayer de se créer un compte, de voir s'il est adapté, si on le comprend. Il y a des tutos disponibles sur plein de plateformes sur Internet et de communiquer, donc de bien expliquer aux gens qui vont devoir utiliser cette plateforme comment cela fonctionne. Parce que sinon, ça va être très chaotique. On a des exemples d'associations qui ont demandé à leurs adhérents de prendre en main un outil qu'elles-mêmes, elles ne maîtrisaient pas, donc elles n'étaient pas à même de répondre à leurs questions. Donc, dès le début, c'était biaisé. Et d'avoir une personne qui a pris en main cet outil et qui peut être en charge et qui peut répondre aux éventuelles questions, retours ou doutes. Beaucoup de doutes sur ces outils aussi au niveau des associations elles-mêmes. Donc là, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc on va passer donc, sur les différentes modalités de vote. Donc là, on fait un focus du coup sur le vote en ligne. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est assez utilisé par les associations. Donc, c'est un outil qui a été monté par des chercheurs français, donc Belenios, un peu fastidieux. Il est disponible en anglais et en français. Donc, c'est un logiciel libre. Donc, tout est confidentiel et crypté. Donc, ça, c'est un gros plus. Il faut quand même lire une ou deux pages assez compliquées à prendre en main dès le début. Il n'est pas très intuitif. Il est encore à sa version, on va dire, bêta. Mais il est quand même, le fait qu'il soit libre et crypté, c'est quand même un de ses avantages. Donc, il est en constante amélioration par ces chercheurs français. Donc, vous avez le lien Belenios, vous pouvez cliquer dessus quand on vous enverra la présentation si ça vous intéresse. Et donc, vous avez l'outil Malotilo. Je sais qu'il a été très, très utilisé par les associations parce que pour le coup, il est très intuitif, très simple d'utilisation. On se crée un compte assez facilement, on comprend, on met la date de vote, on rentre les adresses mail de nos membres. C'est vraiment assez simple, il est gratuit. Pour le coup, ce n'est pas un outil libre. Une adresse mail pour recevoir 2 votes aussi. Donc, c'est vraiment chouette. Et je vous ai mis que, si vous l'utilisez, faire attention parce que ça peut quand même tomber dans les spams. Et donc, tout l'importance de bien communiquer en amont. Je vous ai mis une fiche pratique qui a été rédigée par une de nos partenaires, donc un membre du programme PANA, qui nous a partagé cette fiche pratique, donc qui explique comment prendre en main cet outil. Si ça vous intéresse après, regardez. Donc là, vous avez un autre outil qui a été créé aussi pendant ce confinement. Donc Civic Power, c'est une association française qui a créé cet outil de vote en ligne. Le gros plus de cet outil, c'est qu'il y a l'application mobile.
donc qui facilite quand même grandement le vote, surtout qu'on est déjà sur un format âgé où les gens suivent en visio, le fait qu'ils puissent utiliser leur téléphone intelligent, c'est quand même chouette. Voilà, je n'ai aucune action dans ces applications. On essaye de présenter dans le programme PANA les outils libres et les outils propriétaires. On n'a pas partenaire. Eurovote, je ne sais pas si Garance, tu veux faire vite fait un mot. Oui, très très rapidement. Eurovote, c'est plutôt un prestataire de vote en ligne que nous, on avait utilisé au mouvement associatif l'année dernière pour notre AG et notre AGE, justement parce qu'on avait une assemblée générale extraordinaire avec un changement de statut à voter, donc assez majeur quand même. Et du coup, on avait besoin, notamment sachant que nous, on a aussi plusieurs collèges, on a des nombres de voix différents, des procurations, on voulait une solution qui était sûre juridiquement et du coup, avec du coup Eurovote, ça permet, du coup c'est un service payant, un prestataire de vote en ligne avec un huissier de justice, mais du coup on a un procès verbal par huissier de justice, donc qui est un peu coûteux, mais qui permet du coup d'avoir un vote sûr pour un vote aussi important qu'on l'a fait. Et du coup, c'était compensé, vu qu'on a fait une assemblée générale, par le fait qu'on n'a pas payé de salle ni de buffet, comme on peut le faire habituellement sur nos trajets. Et du coup, c'est un prestataire avec qui qui fonctionne bien et qui du coup permet d'envoyer un lien à chaque personne, de noter combien de votes, etc. Et voilà, d'avoir un vote assuré juridiquement sans souci, pour peu qu'on envoie justement les liens de vote aux bonnes personnes au bon moment. Mais en tout cas, il y a une certaine sûreté juridique qui peut être pratique et qui, nous, pour le coup, était nécessaire cette fois-ci. Merci. Et du coup, Framavox, Framasoft, on n'y présente plus. Donc, logiciel libre et gratuit, une sorte, donc pareil, pas forcément très intuitif dépendant les personnes et leur niveau de connaissance du numérique. Mais le fait qu'il soit libre et gratuit, que ce soit Framasoft, c'est quand même un gros plus. Donc, il a été utilisé par certaines associations. On a eu des retours plutôt positifs. En fait, quand une personne arrive à le prendre en main et arrive à expliquer aux autres, il n'y a pas de souci. Tant que c'est bien communiqué en amont et quelqu'un en fait, a déjà utilisé l'outil, après, ça arrive à se diffuser bien au niveau de la structure, mais d'où l'importance que ces outils deviennent facilitateurs, mais non pas une plateforme qui s'interpose et qui du coup coupe cette relation. On a vu tout le long la nécessité de garder le lien et de recréer le lien avec les bénévoles. Donc c'est pas facile, comme on a dit, au niveau de l'animation, et c'est pas facile non plus au niveau des outils. On a l'impression qu'ils prennent une certaine place qu'ils ne doivent, je pense, pas prendre. Donc, les bonnes pratiques qui nous ont remontées et ce que j'ai pu observer à ma petite échelle, c'est que l'importance d'une personne en fait qui se prenne le point en fait et la charge un peu de cet outil et de facilitateur en fait. Un animateur sur des outils numériques, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il devient facilitateur pour les membres de son réseau. Donc voilà, une autre bonne pratique, mais bon, comme on s'en doute, après le vote, comme après une assemblée générale en présentiel, donc on va transmettre les résultats, on s'assure de la RGPD, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les contacts, les adresses, les votes qu'on a reçus. Donc on a une fiche pratique aussi au niveau du programme PANA, donc on vous invite à voir si ça vous intéresse, et recueillir les retours comme le fait Garance avec un questionnaire à la fin qui permet de s'améliorer et de voir en fait si on garde ou pas. On sait qu'il y a des associations qui ont eu des assemblées générales qui sont très bien passées, mais qui ne souhaitent pas en fait réitérer l'expérience, malgré le fait que ce soit bien passé. Donc c'est quand même sympa de le savoir après avoir passé autant de temps à s'occuper de ça. Donc voilà, la vie associative, c'est avant tout l'échange. Comme on disait, il ne faut pas que ça devienne, on n'est pas pour le tout numérique, il faut que ça devienne un facilitateur, que ça devienne une possibilité, mais que ça ne remplace pas ce qui est le plus important, c'est quand même les temps de rencontre et les temps d'échange entre les membres. Voilà, c'est tout pour moi.
Eh ben, merci beaucoup Emma. Écoutez, je vous propose maintenant, si certains veulent poser des questions ou prendre la parole, vous avez l'outil lever la main. En bas, vous pouvez lever la main et on peut vous donner la parole à l'oral si vous voulez intervenir, soit poser des questions, que ce soit à nos témoins ou que ce soit à Emma sur des parties plus techniques et concrètes d'organisation. Si jamais il y a des réactions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vois cependant qu'il y a pas mal de spectateurs qui ont dû nous quitter. Effectivement, il est 17h30, ça arrive. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des interventions. En tout cas, moi, en attendant que quelqu'un lève la main, je voudrais remercier nos différents intervenants. Donc, Jeanne, tu remercieras aussi Marie de notre part pour cette super intervention. Et merci à toi aussi et à Pauline pour ces temps-là, qui du coup ont permis un petit peu d'avoir des visions un petit peu plus concrètes et des expériences avec du recul de la part des associations. Et merci Emma pour toute cette partie plus théorique mais pratique aussi sur tous ces outils et les démarches qui peuvent être mises en place. Est-ce que du coup on a des questions ou on s'arrête là ? Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir été présents. Donc, comme je le disais, il sera enregistré et rediffusé sur notre site et sur YouTube. Et il y aura donc, comme je le disais en introduction, d'autres webinaires sur la transition numérique par le collectif et notamment dans le cadre de la commission régionale vie associative, donc qui sont faits de manière collective avec les réseaux. N'hésitez pas si vous avez envie de vous investir dans cette organisation-là pour la suite. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir été présents. Et puis, je pense que comme il n'y a pas l'air d'avoir de questions, on va conclure ce temps-là. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé et je vous souhaite de vous revoir, peut-être de nous revoir pour ces prochains temps-là sur la transition numérique des associations et comment on peut les accompagner sur le sujet. Merci à toutes et à tous. Et bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup.